Bienvenue dans l'Hebdo de François, en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1, et toujours avec nos 4 mousquetaires de l'information. Tout d'abord, Francis Lalupo, d'Africa numéro 1. Bonjour, Francis. Bonjour, Jean-Marc. Et puis Nadir Djenad, de Beurre FM. Bonjour. Bonjour, Jean-Marc. Notre chercheur est revenu. Dominique Volton est rentré sain et sauf des États-Unis après un périple assez long. C'est un exploit surtout pour vous. C'est un pays dangereux. Un pays dangereux, dit-il. On en reparlera. Et enfin, Éric Zemmour. Bonjour. Bonjour. Voilà, les présentations sont faites. Vous commencez à connaître nos amis. N'oubliez pas, si vous voulez nous écrire, je vous rappelle notre adresse mail. C'est hebdofranço@rfo.fr. hebdofranço@rfo.fr. Voilà, ça a dû s'inscrire sur votre écran. Oui, je le vois. Alors, au sommet de l'hebdo, cette semaine, on va parler évidemment de la diplomatie façon Sarkozy, notamment avec la visite qu'a fait couler tant d'encre, celle du colonel Kadhafi, mais aussi du sommet Europe-Afrique qui s'est tenu à Lisbonne le week-end dernier et dont la presse a fort peu parlé, en tout cas ici. Et enfin, de l'état de la gauche, quelques mois après sa défaite à l'élection présidentielle. On verra aussi un petit peu, en fin d'émission, le mini-traité européen et quelques autres points qu'on a relevés dans l'actualité pour vous. Tout d'abord, la visite de Kadhafi cette semaine. Alors, la polémique n'a pas cessé d'enfler toute la semaine, à monopoliser l'attention des médias, radio, télévision et presse écrite. Le chef d'État libyen, le colonel Kadhafi, a donc été reçu en France et en grande pompe à l'Élysée. Déclaration critique de Ramayad, la secrétaire d'État aux droits de l'homme. Boycott à l'Assemblée nationale de pas mal de députés, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Mais également quelques contrats signés. Alors, Francis Lalupo, fallait-il recevoir Kadhafi ? Je vous dirais oui, puisque le président de la République française a décidé de le recevoir, donc il n'y a pas de raison, de revenir sur la question. Et d'autre part, je pense que les rôles étaient parfaitement répartis. Ramayad a joué son rôle de héros des droits de l'homme, tandis que M. Sarkozy recevait Kadhafi au nom du commerce et au nom de la... Partage des rôles, donc une colère feinte alors de Ramayad. Moi, je pense qu'il y a un partage des rôles, et d'ailleurs, c'est de bonne guerre. C'est pas la première fois qu'on voit ça en politique, sauf que là, effectivement... C'est assez cynique ça semble comme scénario. Oui, c'est cousu de fil blanc. Je pense que le président de la République avait l'intention, comme je veux dire, on est quand même aussi dans une société du spectacle plus que jamais, dans le pouvoir du spectacle. Je pense qu'il fallait contenter toutes les opinions. D'un côté, ceux qui critiquaient cette visite-là, donc il valait mieux avoir cette opposition au sein même du gouvernement plutôt que de l'avoir de l'extérieur. Alors, et de ce point de vue-là, on ne peut pas, je veux dire, on ne peut que, comment dire chapeau l'artiste à Ramayad, puisqu'il a parfaitement joué son rôle. Moi, je pense vous croyez à ce grand écart au gouvernemental? Je surestime Sarkozy. Ah, je pense que c'est vous qui avez surnommé Sarkozy le Petit, non? Non, pas, Eric. Non, pas du tout. C'est pas mon genre. Et non, je crois que vraiment, je crois que vous le surestimez. Je pense qu'il a été débordé pendant un temps par Ramayad. Je pense que Ramayad a fait un coup médiatique pour exister médiatiquement, et donc comme là je suis d'accord avec Francis, dans la société du spectacle politique, donc politique. S'était rendu en Libye. Exactement, qu'elle avait déjà dit en Chine, elle était même pas venue, etc. Donc on va en reparler. Je pense d'ailleurs que si c'était un ministre normal. Elle aurait démissionné. Vous êtes toujours sur la ligne de Chevènement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Exactement, et Chevènement d'ailleurs. Ce n'est pas un ministre normal. Justement. Chevènement a trouvé une très jolie formule que je reprends volontiers à mon compte. Il dit « Je ne prends pas ce gouvernement suffisamment au sérieux pour exiger la démission de Ramayad ». Bon, vous en pensez quoi, Éric Volton, vu de votre côte est des États-Unis? Pour l'instant, je ne m'appelle pas Éric Volton, mais c'est... Dominique Volton, pardon. Alors moi, je ne suis jamais d'accord sur les thèses largement développées du thème de la société, de la politique, du spectacle. Parce que quand on dit à des millions de citoyens, que c'est les journalistes qui disent en plus que la politique, c'est que de la politique spectacle. D'abord, ils en sont responsables. Et ensuite, ça donne le sentiment au public que, par définition, tout se fait dans la magouille au-dessus. Donc, je ne suis jamais d'accord sur les interprétations qui réduisent la politique à la politique spectacle. C'est un vrai débat de fond, et probablement dans l'opposition avec une bonne partie des discussions qu'on a ici. Les médias de masse, c'est un progrès gigantesque dans la démocratie. Parce que tout le monde voit tout. Et c'est pas parce que tout le monde voit tout qu'on ne fait de la politique que pour la com. Et la com, ça fait partie de la démocratie. Et quand sur une visite importante comme ça, il y a un antagonisme, si on dit ils ont distribué les rôles, ça veut dire à ce moment-là, pour le citoyen ordinaire, vous permettez, d'autres l'ont dit, ça a été dit tout le temps. Laissez-moi finir. C'est un débat de fond en théorie de politique. Si on dit, quand il y a des points de vue contradictoires, c'est naturellement que c'est magouillé d'avance et que tout ça c'est prévu, ça donne le sentiment au peuple, c'est-à-dire aux citoyens, c'est à vous et moi,
moi, le fondement de la démocratie, que par définition, là où c'est tous des pourris qui se mettent d'accord entre eux. En tout cas, ça veut dire deux choses. Si c'est la thèse d'une stratégie communicationnelle, c'est nul et ça se retournera contre le pouvoir politique. Si c'est des arbitrages politiques qui n'ont pas pu se faire entre eux, ça veut dire qu'il y a des contradictions profondes et que l'autorité du gouvernement n'est pas suffisamment forte. Et troisième chose, ça veut dire, j'en ai encore pour quelques secondes, ça veut dire en tout état de cause qu'une démocratie comme la nôtre, quelles que soient ses conditions de fonctionnement, elle est capable de mettre en cause dans la presse. Et ça, c'est un contre-pouvoir qui est intéressant. Mais quatrième chose, par contre, qui est importante, c'est quand le président Kadhafi arrive, il nous dit lui-même un certain nombre de choses qu'on ne veut pas entendre. Parce que quand on lui dit « et les droits de l'homme chez vous ?» et qu'il dit quand même très nettement « mais dites donc à propos de droits de l'homme, vous voulez respecter les droits de l'homme sur les immigrés ?» Je veux dire que dans la mondialisation, tout le monde est intelligent. Voilà. Et qu'il faut entendre tout ce qui se dit. On comprend bien que Kadhafi sait aussi retourner l'argument. Voilà. Moi, j'ai envie d'avancer un petit peu le débat, parce que finalement, on n'est pas tellement... c'est pas l'essentiel du débat de savoir quel est le degré de sincérité des uns et des autres. En revanche, moi, je me souviens très bien d'une formulation du candidat Sarkozy pendant sa campagne électorale. Il avait parlé d'une diplomatie morale. On en semble un peu loin, non, Nadir Djenad? Oui, mais avant de répondre à votre question, j'ai envie de dire quand même que Nicolas Sarkozy a justifié cette visite par plusieurs arguments. Il y en a un que je trouve intéressant, que j'aimerais relever ici. Il a déclaré dans le Nouvel Observateur cette semaine que Kadhafi n'est pas perçu comme un dictateur dans le monde arabe. Il est le plus ancien des chefs d'État, et dans le monde arabe, ça compte. Alors pourquoi a-t-il dit ça? J'ai le sentiment que Nicolas Sarkozy sait que les relations entre le monde occidental et le monde musulman sont une question clé donc pour l'avenir. C'est pour ça qu'il veut faire de la Libye quand même un pays pivot donc dans son projet d'union de la Méditerranée. Donc ignorer, mépriser le colonel Kadhafi, du point de vue du président Sarkozy, je le pense, ignorer, mépriser le colonel Kadhafi, de son point de vue, est un mauvais message envoyé par la France à l'ensemble du monde musulman. Donc c'est la réelle politique qui met au bout de son nez Éric Zemmour, ensuite Francis Daloupo. Je prolonge ce que dit Nadir. Je pense que effectivement, il y a eu 6 mois de réglage de la diplomatie sarkozienne. Issu de la campagne, issu de sa grande méconnaissance. C'était pas un spécialiste de l'international, loin de là. Il nous a fait une campagne très glucksmannienne, très BHLienne sur les droits de l'homme, etc. En tout cas dans cette partie-là, sur la politique internationale. Avec cette fameuse diplomatie morale. Exactement. Je pense que ça y est, il l'a enterré entre Poutine et Kadhafi. Et moi, donc entre le candidat et le président, vous dites qu'il y a une différence. Il reprend. Alors, comme toujours. Comme souvent, en tout cas, absolument. Il reprend les patins de la diplomatie française. Sous réserve de l'atlantisme et de Bush. C'est une question à part, il faudra qu'il règle là aussi. C'est quand même important. C'est une réserve. Mais oui, mais parce que vous savez, on va pas parler de Bush ici, mais tous les présidents ont essayé de s'accorder avec l'Amérique au début de leur mandat, même le général de Gaulle en 58. Et c'est la logique française et la logique des rapports de force qui fait que nous allons vers les autres. Et une dernière chose, je pense effectivement, comme Nadir, qu'il y a là un grand défi pour les Français, avec le monde arabe, avec l'Afrique, où, on l'a dit ici, la Chine nous taille des croupières sur tous nos marchés, et sans se préoccuper des droits de l'homme, nullement, ni des dictateurs, etc. Donc je pense que là, il faut avancer dans le sens de la réelle politique. Exactement. Bon. Alors, Francis Daloupo, ensuite Dominique Volton voulait dire un mot. Alors moi, j'aimerais dire aussi 2 ou 3 choses. D'abord, rassurer Dominique Volton qu'il n'y a pas d'incompatibilité forcément entre les stratégies de communication du gouvernement et puis la démocratie de manière générale. Je pense que les 2 choses sont compatibles. Première chose. J'ai réagi au mot politique spectacle. J'ai réagi nettement au mot politique spectacle qui a été dit plusieurs fois. Deuxième chose, je crois que ce voyage était un voyage réussi pour Monsieur Kadhafi, parce que quand on invite Monsieur le guide libyen Muammar Kadhafi dans un pays, on sait très bien qu'on doit s'attendre, disons, au comportement assez particulier, assez spécifique d'un personnage qui est assez complexe. Que vous connaissez bien, vous, Francis, puisque vous êtes directeur de la rédaction de Continental et vous avez consacré le numéro de cette fois-ci à la visite de Kadhafi. Absolument. Nous avons suivi, je dirais, la prévisite avant l'arrivée en France. Et quand on voit Kadhafi dans le contexte africain, par exemple, c'est un personnage assez complexe. Il a des relations très compliquées avec ses pairs africains et des rapports, je dirais, de nécessité en quelque sorte, parce qu'il est incontournable sur la scène politique africaine. Mais en même temps, c'est le même Kadhafi qui, d'un côté, fait des déclarations contre la démocratie en Afrique, alors que tous les Africains aspirent globalement quand même à la démocratie. Et en même temps, c'est ce même Kadhafi qui
débloque 50 milliards de dollars d'investissement dans divers secteurs économiques en Afrique. Je vais revenir dans le contexte français pour dire que je crois que l'émoi suscité par cette visite est dû aussi au décalage qu'il y a eu entre la dernière visite de Kadhafi en France il y a 34 ans et aujourd'hui. Pendant 34 ans, on a quand même projeté sur cet homme aussi un certain nombre de fantasmes. Voilà. Et voilà qu'on le voit incarné en quelque sorte, je veux dire, sur le territoire français. Alors, et il cristallise toutes ces émotions-là. On comprend bien, oui. Francis. Moi, je voudrais donner la parole à Dominique Volton qui la souhaitait et quand même lui poser une question. Le président français Nicolas Sarkozy est vivement critiqué. Pourtant, en 1985, un certain président François Mitterrand avait bien reçu Jaruzelski. Elle est où la différence ? Alors là, on tombe sur une question qui est liée à la mondialisation de l'information. Moi, je trouve que c'est un progrès qu'on puisse recevoir un président, un chef d'État étranger, et qui est simultanément beaucoup de politique et de polémique. Finalement, on se rend pas compte. C'est quel qu'il soit, que ce soit Jaruzelski ou que ce soit aujourd'hui Kadhafi. Moi, je trouve que c'est quand même un progrès dans la mondialisation qu'on reçoit. C'est l'acte politique, comme vous l'avez dit, mais en même temps, ça n'atteint pas les médias, les autres États. Donc, je trouve que d'ailleurs, les relations internationales vont devenir de plus en plus difficiles parce que par définition, on fera les actes diplomatiques et il y aura quand même toute la liberté d'expression contradictoire qui fait que ça va accentuer une forme de désordre, puisqu'on est parti d'un univers où hier les États étaient dominants, le gouvernement sait ce qu'il faisait, et là on est dans un univers où quoi que fasse un président de la République, on est capable de lui dire vous avez tort. Première chose. Deuxième chose, vous avez raison de rappeler les événements historiques, mais moi je trouve ce qui me frappe, et c'est vrai pour Chavez, pour l'Amérique latine, qui passe du statut de héros au statut de dictateur, enfin il y a plein de situations mondiales où en fait en définitive on passe d'une vision dichotomique à une vision de plus en plus complexe. Et ça va rendre les relations internationales de plus en plus compliquées. Deuxième chose, deuxième chose, on va essayer de ça. Attendez, sur le fond, qui est un problème de fond, et qui a été bien dit là, c'est vrai, c'est que le monde arabe, le monde occidental et le monde européen notamment, nous avons beaucoup de stéréotypes à son égard, et pas beaucoup d'efforts de compréhension, faut bien dire. Et ce que représente Kadhafi, la Libye et le monde arabe, c'est une bonne occasion pour l'Europe notamment, qui a le plus de racines culturelles avec le monde arabe et arabo-musulman, de s'obliger à être un tout petit peu plus compliqué dans ses analyses et de sortir du droit de l'homisme et de cette espèce de vision un peu naïve et si je peux dire simpliste de la démocratie, pour savoir que les cultures, les civilisations, ça existe, les styles, ça existe, et que nous, les Occidentaux, nous n'avons pas le monopole. On n'a pas le monopole de la raison, de la démocratie, dites-vous. Voilà, je prends l'histoire de la tante. Ah, la tante, il est avec sa tante. Bon, naturellement, c'est vraiment fait pour que ça fasse signe. Ça, c'est pas de la conne? Mais bien sûr que c'est de la com, mais nous faisons tous de la com, les Occidentaux. Quand les chefs d'État arrivent avec leurs appartements, avec leurs costumes complètement cinglés, leurs One Force, leurs avions spéciaux, etc., c'est de la com aussi. Le problème, c'est que notre com, on la trouve normale, et quand tout ça font pas. Donc, ce qui me plaît dans ce qui se joue là, c'est qu'on est obligé de reconnaître que ce sont des gens intelligents, cultivés, fins, et qui n'ont pas nos codes culturels. Et ben, la mondialisation, c'est ça aussi, apprendre à respecter l'autre. Question de choses. Ça n'en dit rien la nature du régime. J'ai toujours pas entendu la réponse à la question. Y a-t-il une différence avec la réception de Jaruzelski par Mitterrand? Écoutez, alors attendez, Nadir Djenad, ensuite Francis Taloupo. Vous parlez de François Mitterrand, mais c'est drôle parce que c'est vrai que les socialistes actuellement sont très critiques sur cette visite. Mais on se souvient que François Mitterrand, vous parlez de Jaruzelski, mais en 84 il se rend en Syrie, donc il est reçu par Hafez al-Assad. Voilà, Kadhafi en Crète en 85, en 95 il reçoit Fidel Castro. Mais le général de Gaulle est Ceausescu. Exactement. C'était un sacré dictateur, Ceausescu. Mais moi, je crois bien, on aurait pu intituler cette rubrique comme la pièce de Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien, vous écoutant. Une réponse courte à votre question. De ce point de vue, Sarkozy est dans la continuité totale. Ça y est, il a mis 6 mois à reprendre la continuité. Tout simplement, c'est-à-dire que tous ses prédécesseurs ont composé avec ce qu'on appelait des démocrates, des dictateurs, invariablement. C'est-à-dire qu'il y a dans un passé, je veux dire, récent, Monsieur Chirac, on a vu les rapports qu'il avait, qui étaient des rapports extrêmement, je veux dire, condamnables, je veux dire, avec ajouter une chose, dans la continuité, avec un certain nombre de régimes africains. On a vu les télégrammes envoyés par Monsieur Chirac systématiquement à des dictateurs africains pendant des élections, Nicolas Sarkozy, avant les résultats des élections. Voilà. Donc, c'est une continuité, beaucoup de bruit pour rien. J'aimerais ajouter. Alors, attendez, on va donner la parole à Nadir et ensuite à Dominique Volton, qui crie non en sautant sur son siège. Alors, Nadir Djenad. Faire une petite parenthèse, peut-être revenir sur le devoir un peu s'intéresser au parcours de Kadhafi sur le plan international ces dernières années. Le colonel Kadhafi, je pense, a pris conscience que les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis constituent un tournant dans les relations internationales. Il a été un des chefs d'État qui a condamné très rapidement les attentats, mais surtout les services de sécurité libyens. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy le dit dans cette interview du Nouvel
l'Observateur, les services de renseignement libyens ont coopéré avec les services de renseignement occidentaux pour traquer les groupes radicaux. Mais surtout, en décembre 2003, alors que l'armée américaine attaque l'Irak, Sarkozy annonce donc l'arrêt de la fabrication de son programme d'armes de destruction massive. Je pense qu'il a eu peur que après l'Irak, les États-Unis s'en prennent à la Libye. Donc Kadhafi a arrêté depuis 2003 son programme, voilà. Dites-vous. Il n'y avait pas de programme. Alors, ce que je veux dire, Dominique Volton, sur le problème des laissez Dominique Volton s'exprimer, il a besoin de concentration, c'est normal. Je plaisante. Ce que je veux simplement dire, c'est que il y a des stéréotypes à deux vitesses. Quand on reçoit le président chinois, on ne peut pas dire que ce soit une démocratie exceptionnelle, mais ça représente un tel enjeu économique et financier et un tel poids démographique que finalement on se tait. Quand on soit un dirigeant arabe controversé, il y a toute une forme de xénophobie, de racisme qui se remet en marche. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans la mondialisation, c'est que là, il ne pourra pas y avoir deux poids, deux mesures. On peut pas penser que les critiques formulées par Ramayad soient de ce type-là. Le droit de l'homisme, ce qu'on appelle le droit de l'homisme, cette espèce de bonne conscience occidentale qui consiste à croire qu'il n'y a que nous. Mais là, vous parlez d'une forme de racisme. Non, je parle de deux choses différentes. On ne peut pas uniquement mettre en avant les droits de l'homme quand par définition on constate que le commerce international et les relations diplomatiques gèrent les droits de l'homme à deux vitesses dans le monde entier. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a raison de le rappeler. Elle a raison de dire ce qu'elle a dit. Le ministre des Affaires étrangères peut le dire aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse derrière ça, c'est que dans l'indignation, il y a deux vitesses. Et quand vous êtes face à la superpuissance chinoise, dans laquelle le monde entier se couche pour des raisons économiques, comme par hasard, on ne dit pas grand-chose. Quand vous avez un dirigeant arabe qui en plus condense tous les stéréotypes qu'on a contre la culture arabe, etc., on en rajoute. Et c'est ça que je voudrais dire. Il faudrait qu'on soit un tout petit peu plus fin, les Européens, les Français, c'est-à-dire à s'apercevoir que la Libye, c'est effectivement un régime qui a évolué dans sa diplomatie. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout spécialiste de la zone. Mais c'est vrai que sur le Maghreb, en tout cas, ce qui va de Rabat jusqu'à la Turquie, c'est très compliqué, c'est très culturellement raffiné, et qu'on n'a pas intérêt à aborder sa façade sud de la Méditerranée avec des critères exclusivement démocratie de l'Ouest. Donc vous voulez dire qu'il a évolué dans ses rapports avec les Occidentaux, bien sûr, inutile ses relations avec les autres chefs d'État africains. La vieille devise de La Fontaine, selon que vous serez faible ou puissant. Bien sûr, mais il y a aussi, oui, mais voilà, on va sur ce point. En ce moment. Bien sûr. Volton, sur ce point, on va en rester là pour l'instant. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Moi, je voudrais qu'on continue un petit peu. Il y a un fait de la semaine dont la presse en revanche, a très peu parlé, à contrario, c'est le sommet qui s'est déroulé à Lisbonne le week-end dernier, entre l'Europe et l'Afrique. Et j'ai envie de demander un petit peu à Nadir Djenan, est-ce que justement, pour continuer sur cette histoire de diplomatie morale ou diplomatie du business, si on n'a pas vu les limites d'une diplomatie du business, puisque le Premier ministre anglais, Gordon Brown, a refusé d'assister à ce sommet en raison de la présence de Robert Mugabe, le président zimbabwéen, dont on sait qu'il a mis le Zimbabwe dans une situation telle que d'abord il y a un début de famine dans ce pays et qu'il a chassé pas mal de propriétaires blancs des terres au Zimbabwe dans des conditions disons pour le moins discutables. Bon, ce qu'il faut dire, c'est vrai que Gordon Brown n'a pas assisté au sommet, mais il y avait une délégation britannique. Donc à ce sommet. Les Britanniques sont en général assez empiriques. Donc les sommets Europe-Afrique. C'est symbolique, quoi. Oui, la non-présence de Gordon Brown. Mais les sommets Europe-Afrique butent toujours, c'est vrai, sur le Zimbabwe. En 2003, un sommet d'ailleurs avait été annulé à cause de cela. Pour ce sommet-là, à Lisbonne, la présidence portugaise de l'Union européenne a tenté de dissuader Mugabe de ne pas venir, mais avec mais il y a une solidarité des chefs d'État africains, donc Mugabe a pu venir. C'est vrai, vous l'évoquez au début de votre présentation, les relations entre la Grande-Bretagne et le Zimbabwe donc sont très mauvaises en raison de cette loi donc d'une réforme agraire qui date de 2000 où qui exproprie tous les propriétaires plus de 4000 fermiers blancs en fait d'origine britannique ont été expulsés. Bon. Donc je pense que au-delà d'une question comme celle-là, est-ce que justement, alors on a là un pays anglo-saxon, s'il en est, l'Angleterre, qui justement fait jouer une espèce de droit moral. Est-ce que nous ne sommes pas en retard, nous, puisqu'on vient d'avoir la discussion exactement inverse avec la visite de Kadhafi. Je veux dire par là que les Anglais, dont on ne peut pas les soupçonner aujourd'hui de ne pas être libéraux, savent s'arrêter dans business is business. À un certain stade. C'est compliqué. La Rhodésie, ça a été. S'il y a eu deux pays. Alors, faut que tout le monde sache, parce que vous allez un peu vite. Rhodésie est devenue Zimbabwe. Voilà. Il faut quand même rappeler que les Britanniques ont une responsabilité historique et politique, hélas, tragique, dans le fait que les deux pays les plus racistes
et d'apartheid qui ont eu l'Afrique du Sud. Bon, donc par conséquent, si vous voulez, bien sûr, heureusement, après ça a changé, mais bon. Ils ont beaucoup à se faire pardonner, dites-vous. Voilà, en gros, c'est ça. Et d'autre part, ce qui est vrai que le Zimbabwe par rapport à l'Afrique du Sud, c'est deux situations antinomiques parce qu'il y a eu à la fois de l'apartheid et en Afrique du Sud, vous n'avez pas ce qui se passe au Zimbabwe. Donc je dirais que les raisons pour lesquelles, à mon avis, c'est compliqué, comme vous l'avez très justement dit, par ailleurs, une négociation qui était là. Mais moi, c'est pas ça le plus important, de mon point de vue, dans ce sommet. C'est que les Européens proposent, et c'est en ça que nous sommes dans une idéologie libérale qui n'arrive pas à s'arrêter. Ils proposent, au nom d'une économie mondialisée, des accords de partenariat d'égalité avec les économies d'Afrique qui la plupart d'entre elles sont dans des situations d'inégalité. Donc à la fois les Européens disent nous voulons bien continuer notre aide publique internationale, ce qui est tout à fait normal, mais en même temps nous voulons des accords multilatéraux qui soient à égalité. Et là, par définition, compte tenu du déséquilibre économique de l'Afrique, c'est pas honnête. Et du coup, puisqu'il y a un front du refus qui est en train de se constituer en Afrique, les Européens ont tendance à faire une stratégie qui ressemble à celle des Américains, qui pose un problème, c'est à casser le front du refus en faisant signer des accords bilatéraux. Parce que c'est vrai que nous sommes dans un calendrier de négociation internationale. Donc la question de fond qui est posée, c'est est-ce que l'Europe, qui quand même a un lien particulier à l'ensemble de l'Afrique, du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, orientale et l'Afrique du Sud. Est-ce que l'Europe est capable d'inventer des règles commerciales qui échappent à la logique très libérale du commerce international? Est-ce qu'elle est capable ou est-ce qu'elle en a envie? Et si elle n'est pas capable de le faire, quand je dis qu'elle n'est pas capable, c'est politiquement, c'est pas bien sûr qu'elle peut le faire. Ça veut dire à ce moment-là qu'on va renforcer le contentieux entre l'Europe et l'Afrique et que même si les chefs d'État africains avaient un calendrier, ils auraient pu réagir plus tôt. Et on est quand même dans une situation typique où le plus fort dit au plus faible, je veux bien renégocier avec toi, mais à mes conditions. Bon, Éric Zemmour voulait prendre la parole. Justement, je voulais aborder le problème que vient d'aborder Dominique Volton, puisque le président du Sénégal, Abdoulaye Wade, a dit moi je ne vais pas signer n'importe quel accord. Et Abdoulaye Wade venait d'éditer un livre, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il est passé en France sur quelle radio et télévision, pour bien expliquer, et je pense que ce n'était pas innocent, que comme partenaire de l'Afrique, il n'y avait pas que la France et qu'il n'y avait pas que l'Union européenne. Regardez vers la Chine, regardez vers les États-Unis. Éric Zemmour. Alors, est-ce que dans un sommet comme celui-là, vous êtes d'accord avec Volton quand Volton dit on ne traite pas d'égal à égal? Mais je suis en partie d'accord avec Volton, c'est-à-dire que je pense que cette affaire africaine est tout à fait symptomatique de ce qu'est devenue l'Union européenne. Moi, quand j'étais étudiant, on apprenait les accords ACP, les accords de Lomé, avec justement, c'est exactement le contraire de ce qui est fait aujourd'hui, c'est-à-dire que de la coopération. C'était de la coopération et c'était la manière française étendue, on dira cyniquement, payée aussi par l'Europe pour protéger les économies africaines et pour permettre à ces économies de vendre leurs produits en général primaires entre guillemets, c'est-à-dire pas industriels, et dans des conditions à peu près correctes. Et sous l'influence de l'idéologie libérale et libre-échangiste anglaise, à partir des années 80, petit à petit, et d'ailleurs on aura le même problème avec la politique agricole commune bientôt, cette structure-là se délite et au nom du libre-échange, au nom de la prétendue égalité, c'est là où je suis d'accord avec Volton, on essaye d'imposer un régime classique dans l'OMC. Et d'ailleurs on voit bien qu'il y a un désaccord, je ne sais pas si vous avez suivi ça, récemment il y a eu une prise de bec entre Sarkozy et Mendelssohn, le commissaire européen, et Sarkozy disant à peu près ce qu'on vient de dire, et Mendelssohn lui rétorquant, évidemment commissaire européen anglais, lui rétorquant avec vigueur que tout ça c'était de l'hypocrisie, c'était pour dissimuler les accords et les privilèges entre guillemets français en Afrique. Donc on voit bien qu'il y a, mais c'est l'Europe depuis 20 ans, il y a deux lignes, l'Europe et que la ligne anglaise ne peut pas offrir un accord juste. Non, c'est pas ça. Si, c'est la coopération juste contre du commerce. Voilà, c'est ça. La coopération contre le commerce. Et il y a deux lignes. Les Anglais disant c'est le commerce qui permettra aux Africains de se développer. Et il y a certains Africains qui pensent ça d'ailleurs, je pense. Et il y a l'autre ligne qui est une ligne, on peut remonter. En fait, c'est la ligne de List, si j'ose dire. Vous savez, l'économiste allemand sur le protectionnisme des économies qui naissent, en enfance, ont besoin d'un tuteur, ont besoin de protection pour se développer, parce que sinon ils sont écrasés par... On a bien compris, Eric Zemmour. Et si on posait la question à un Africain
Francis Laloupeau. Je vous en prie. Parce qu'on n'est pas africain. L'Afrique n'a pas perdu le Nord, si les souvenirs sont bons, donc quelque part. Bravo. Francis. Qu'est-ce que vous vouliez savoir, Jean-Marc? Parce que À chaque fois, il me fait le coup. La semaine dernière déjà, il me demande de reposer la question. Parce que Y a-t-il une possibilité d'avoir un accord égalitaire entre l'Union européenne et les États africains? je crois que c'est pas une vue de l'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un rapport faible-fort tel que... Il y a forcément un rapport faible-fort. J'ai dit de fait, il y a des économies fragiles encore. Ce sont les économies africaines et des économies dominantes, même parfois oppressives, comme les économies européennes. Je crois que les accords ACP créaient un équilibre tout à fait utile. Et le fait de passer des accords ACP aujourd'hui, quand on dit ACP, c'est Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et nous passons aujourd'hui aux accords de partenariat économique, les APE. Et c'est ça qui pose problème, parce qu'il s'agit de mettre en place une zone de libre-échange complètement ouverte entre l'Afrique et l'Europe. Ce qui est effectivement un marché des dupes, je veux dire, c'est évident, parce qu'on ne peut pas mettre à deux poids, deux mesures. Mais je pense qu'il y a deux leçons à tirer de ce sommet. Vous aviez parlé de l'affaire Mugabe tout à l'heure, juste pour revenir là-dessus. Je pense que le Premier ministre britannique, Gordon Brown, a eu, de mon point de vue, une attitude totalement infantile. Parce que vous savez que jusqu'en 99, la Grande-Bretagne trouvait Mugabe parfaitement fréquentable. Il a fallu donc qu'il mette en route cette réforme agraire dans des conditions douteuses, c'est vrai, parce que c'était aussi une sorte de cache-sexe à son échec économique, pour que tout d'un coup, parce que les intérêts des Blancs, nostalgique d'ailleurs de l'époque de l'apartheid, dès lors que ces intérêts étaient mis en jeu, la Grande-Bretagne a décrété que M. Mugabe était un dictateur. À juste titre, peut-être, enfin, mais que cette sorte de variation de discours est tout à fait suspecte. Alors, on va un tout petit mot, parce que je voudrais faire vraiment 30 secondes. Mais je n'ai pas fini. Pardon, Francis n'a pas fini. J'avais dit deux remarques, deux renseignements. Deuxième enseignement, c'est qu'au-delà de ce que vous avez dit des choses tout à fait utiles, importantes et intéressantes. Ah là, je sens venir la vacherie là. Non, il faut surtout retenir que la leçon de Lisbonne, c'est qu'aujourd'hui, quand même, c'est important. L'Afrique a le choix. Et l'Afrique le montre, l'Afrique le dit. C'est-à-dire que l'Afrique n'est pas dans l'urgence. L'Afrique peut refuser, reporter des négociations. C'est ça qui est nouveau, et ça, c'est tout à fait nouveau. Parce que, peut-être pour la première fois, ça fait 25 ans qu'on parle de multilatéralisme. Nous avons aujourd'hui l'effectivité du multilatéralisme. C'est-à-dire que l'Afrique a le choix de ses partenaires, il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a la Chine. Les États-Unis aussi un peu. Vous savez qu'en termes d'échange, l'Europe pèse pour 200 milliards dans le commerce avec l'Afrique. La Chine, à elle toute seule, pèse pour 43 milliards. Ce n'est pas rien. Donc, mon cher Francis, ça ouvre des grands prédateurs. S'il vous plaît, Eric, ça ouvre un champ de négociation, ce qu'on appelle dans certaines instances économiques le bargaining power, c'est la capacité de négociation, et qui est tout à fait, c'est tout à fait intéressant. C'est une bonne nouvelle dont il faut tenir compte. On va essayer d'aller vite. Éric Zemmour, un petit mot très rapide. Un petit mot rapide. Nadir Djennad aussi. On va essayer d'aller vite et de changer de sujet. Pour la Chine, on en a déjà parlé, donc je ne reviens pas. Simplement, je voudrais me faire une minute l'avocat du diable libéral, puisque c'est que les libéraux disent que les Africains devraient faire comme l'Asie du Sud-Est et se jeter à corps perdu dans la mondialisation, et que c'est comme ça que les pays d'Asie du Sud-Est se sont développés. Je dis ça pour... Non mais, je dis ça... Comparable historiquement, géographiquement... Mais évidemment... Il s'est fait l'avocat du diable, il a précisé au départ. Précisément parce que je trouvais... on a dit un petit mot, voilà, pas un grand mot. Voilà. Nadir Djennad. C'est pas inintéressant non plus. Nadir Djennad voulait prendre la parole. Oui, en fait, il y a aussi un autre aspect, moi, qui m'a intéressé dans ce sommet, c'est que lors de l'ouverture du sommet, on a eu deux discours, et là, on a compris qu'il y avait vraiment un dialogue de sourds. Le président de la Commission de l'Union africaine, Alpha Omar Kounaré, parle par exemple de la traite négrière, parle de l'esclavage, parle de la colonisation, parle même de l'apartheid. Et en réponse, son homologue européen, José Manuel Barroso, parle plutôt économie, parle accord, donc partenariat économique, parle même de réchauffement climatique. Là, j'ai vraiment eu le sentiment que finalement, c'est vraiment deux mondes. Voilà, le dialogue, mal à se croiser. Le dialogue du sourd, ils ont du mal à se croiser. Ils y arriveront, il faut du temps. Ils y arriveront, il faut du temps. Un message d'espoir de la part de Francis Laloupeau. Dominique Volton, pour conclure.
Deux petites choses rapides. La Brièvement, première, s'il sur vous l'Afrique plaît. comme ailleurs, il faut arrêter de faire de la Chine, parce qu'il y a un fantasme complètement fou. Le diable. Mais non, Le diable pas seulement qui le diable, mais s'abat. celui qui va tout faire. Oui, Je veux dire, par définition, les Chinois sont en train d'entrer sur le continent africain. Le continent africain est un continent d'une extrême intelligence. Rien ne dit que les Chinois réussiront. Pour l'instant, les États africains pompent l'argent comme ils ont pompé l'argent de partout. Et la culture, l'intelligence africaine est telle. Donc, par conséquent, arrêtons de faire de la Chine, d'une part. Et d'autre part, ce qui se joue entre l'Europe et l'Afrique, je suis d'accord qu'il y a d'autres partenaires économiques, mais qui se joue entre l'Europe et l'Afrique, c'est un problème de dignité. Et bien sûr que les États africains ont une responsabilité dans le non-développement, c'est une évidence absolue, mais il se joue un problème de cohérence historique sur 5-6 siècles. Et là où les Européens manquent d'intelligence culturelle, c'est que l'enjeu n'est pas seulement économique, il est de l'ordre du rapport de la dignité. Et c'est ce qui se joue maintenant de plus en plus dans la mondialisation, c'est que les peuples ou les continents veulent qu'on les respecte autrement que dans l'économie. On comprend. Voilà. Bon, très vite. Très vite pour On terminer, passe à la suite. vous disiez au début que on a très peu parlé de ce sommet. Moi, j'aimerais quand même dire que l'Afrique est peu absente dans les médias. Et peu présente. Peu présente. Et c'est vrai, on parlait de représentation il y a quelques semaines. C'est vrai que les représentations de l'Afrique dans les médias. L'Afrique est peu présente, mais nous, à François, on essaie de faire notre travail de journaliste. Hein. C'est très bien. Alors bon, on va changer de sujet. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais il faut dire que pour les journalistes que nous sommes, même si c'est dommage, souvent on n'a pas grand-chose à en dire. Que manque-t-il à la gauche pour se faire entendre en ce moment après l'élection du président Sarkozy? Dominique Volton. Parce qu'elle est très inaudible, si je me permets ce mot. Quelle gauche et quel coma de la gauche? Non, mais attendez, on est probablement, c'est toujours comme ça après une défaite électorale forte, même si. Bon, Ça fait plusieurs mois quand même. Hein. Oui, d'accord. Deuxièmement, vous avez, ce qui arrive très souvent dans l'histoire, des moments où l'événement catalyse la crise interne. Et donc, par conséquent, il y a une crise interne au sein de la gauche. Bien sûr, il y a une crise interne au sein de la gauche. Et donc, par conséquent, il y a non seulement un problème de leadership, mais un problème de ligne au sein du leadership du Parti socialiste. Donc si je comprends bien, parce que là, il faut essayer d'être précis, il y a un problème d'hommes ou de femmes, non, il y a un problème d'orientation politique. Il y a deux choses. Il y a à l'intérieur du Parti socialiste, il y a quelle ligne va problème dominer. d'hommes-femmes, je crois que tout le monde l'a bien compris. Sûr, hein. c'est Ségolène, François Hollande. Souvent à ça que se réduit le débat. Non, parce que Hélas. les hommes ou les femmes condensent des lignes politiques différentes. Bon, donc là, ils sont pas d'accord entre eux, ils n'arrivent pas à débattre de leurs désaccords, ce qui pose un vrai problème. Ils repoussent, d'une part. Et d'autre part, sur les forces politiques alliées, vous avez un parti communiste qui continue de s'effacer, de par conséquent, ça c'est une réalité historique dont on ne sait pas tirer les conséquences. Une extrême gauche qui renaît, qui n'a rien d'extraordinaire. On va en parler. Et donc, par conséquent, vous avez un truc qui joue, un décalage entre trois logiques. La logique politique, l'acteur à l'initiative, on pourrait le critiquer, il s'agit du président Sarkozy, on n'arrive pas à le critiquer. Une situation économique qui se dégrade et qui prend tout le monde à rebrousse-poil, et une logique sociale qui n'appartient ni à l'économie ni à la politique est en train de se manifester par des grèves qui sont finalement pas aussi populaires que ça. Donc on est donc pour un acteur politique comme la gauche en crise, ils ont du mal à relier le politique, l'économique et le social. Alors, moi j'ai une question à poser à Éric Zemmour. Vous venez de dire qu'il n'arrive pas à critiquer le président Sarkozy. Il y a un gars qui y arrive très bien, c'est François Bayrou, quoi qu'on en pense. Alors pourquoi est-ce que la gauche, et notamment le Parti socialiste, n'y arrive-t-il pas? Je pense que même François Bayrou choisit soigneusement ses angles d'attaque. Parce que il faut voir un peu sur le long terme, la gauche française a une tradition par rapport aux autres gauches européennes, c'est le décalage. C'est-à-dire qu'elle est toujours plus à gauche que les autres gauches. C'est-à-dire de la Révolution française. Quoi. Exactement. Bah. Et au XXe siècle, quand les gauches européennes étaient social-démocrates, la gauche française était socialiste, marxisante. Et quand marxisante dans le langage. Oui. C'est pour ça que j'ai pas dit marxiste, j'ai dit marxisme. On va discuter de la vote des crédits de guerre. Non, mais attendez. On n'est pas ici dans un débat historique. Évidemment. On pourrait discuter des crédits de guerre en 14-18 votés par les socialistes. S'il vous plaît. On va laisser Éric Zemmour François Mitterrand marxiste, ça serait une nouveauté. Ouais, ça serait une grande nouveauté. Franchement. Même pour lui. Oui, même pour lui. Alors, Éric Zemmour. Alors, donc aujourd'hui, la mondialisation a détruit l'équilibre et le compromis de la social-démocratie entre le capital et le travail. Attends, mais pourquoi c'est un nationaliste. C'est marrant. Moi, quand j'interromps, on me dit n'interrompez pas. Alors, s'il me laisse le temps de le dire, n'interrompez pas. Voilà, 2 secondes, fini. Éric Zemmour dit que la mondialisation. C'est pas vrai, je n'interromps plus. S'il vous plaît. Non, ça fait plusieurs semaines. S'il vous plaît, les enfantillages, ça suffit. Pourquoi je dis la mondialisation détruit le compromis entre le capital et le travail? Parce que le capital, à partir de la mondialisation, à partir du moment où il a une main-d'œuvre immense pour rien en Chine, en Inde, etc., il n'a plus besoin. Mais
Ça ne va pas. Oui, dans 100 ans, ça sera réglé, mais on sera plus là, Volton. Oh, ça suffit. Mais peut-être Non, que on va bien Volton finir. sera là. Non, dans moins de 15 ans. Dominique Volton. Pour l'instant, il vous a pas dit à quelle période ça allait s'arrêter. Oui, dans 100 ans, On essaie de Non, dans moins de 15 ans. le laisser Dans finir moins de son 15 ans. raisonnement, Dominique Volton. S'il vous Donc, plaît. moins de 15 donc ans. Allez, le capital n'a plus besoin de passer un compromis avec le travail. Donc c'est pour ça que toutes les social-démocraties européennes, allemandes, anglaises, etc., sont devenues des partis sociaux libéraux. C'est le grand accord entre Blair et Schröder. En d'autres qui termes, ils règne gèrent le aujourd'hui capitalisme, sur quoi. l'Europe. Exactement. Voilà. Donc la France, aujourd'hui, la gauche française. Alors pourquoi la gauche prétend- française n'a-t-elle pas réussi à gérer le capitalisme à la place de Sarkozy? Sauf que la gauche française prétend maintenant être social-démocrate quand la social-démocratie n'existe plus. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai pas fini. Voilà. Il n'a pas fini. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec Volton. Il n'y a pas de désaccord de ligne entre les prétendants à la chefferie du Parti socialiste, en tout cas les principaux, c'est-à-dire Hollande, Delanoë, Ségolène. Ils sont tous d'accord pour devenir des sociolibéraux, pour s'allier avec le centre, pour faire comme les autres pays européens. Donc, ça n'a rien à voir. La différence, c'est que cette ligne-là, en France, peut-être que ça ne durera pas, mais cette ligne-là, en France, perd toutes les élections. C'est quand même un truc de fond. Et donc, il faut le dire, aujourd'hui, dernier point, j'ai fini, Sarkozy, en fait, n'est pas très différent. Lui aussi, c'est à sa manière un social-libéral. C'est pas du tout un bushiste, c'est pas du tout un thatchérien. C'est lui aussi un social-libéral. Tout le monde sera pas forcément d'accord avec vous là-dessus. Et donc, C'est plus discutable. non, dans sa pratique, non. Et donc, aujourd'hui, le Parti socialiste est d'accord sur tout avec la droite. La réforme des régimes spéciaux, ils sont d'accord. L'autonomie de l'université, ils sont d'accord. Le mini-traité européen, ils sont d'accord. Et je pourrais encore. Ils sont dans le oui mais. C'est-à-dire que dans les années 60. Vous dites qu'ils sont plutôt dans le oui que le mais. Ils sont dans le oui mais, c'est-à-dire qu'ils contestent la forme. Alors qu'une opposition normalement c'est le non parce que. Éric Zemmour, on résume en 2 mots. Je m'arrête. Le Parti socialiste veut s'allier avec le centre, quel que soit le prétendant, en tout cas les 3 principaux, et il perd les élections parce que le peuple, peut-être le peuple de gauche comme disent certains, n'est pas forcément d'accord. C'est votre avis aussi, Nadir Djenad? Oui, et ceci expliquerait l'espèce de paralysie actuellement du Parti socialiste. Oui, je vous ferai remarquer que je posais la question sur la gauche, mais j'y reviendrai après. Oui, mais c'est vrai que c'est Parti socialiste, c'est quand même le parti le plus important. Donc, pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Mais il doit affronter un double défi, comment proposer à l'ensemble des électeurs un programme socialiste, progressiste de gauche, qui soit vraiment différent de la droite, mais en même temps aussi, l'autre défi, et à mon avis le principal, c'est comment gérer une fraction de l'électorat qui est de plus en plus attirée vers l'extrême gauche. Donc, beaucoup d'études d'opinion montrent que une large partie de l'électorat une large partie de l'électorat est contre encore l'économie de marché et estime que la mondialisation est responsable de tous les maux de la société. L'économie de marché et la mondialisation, c'est pas pareil. Éric Zemmour, vous aviez dit que vous n'interrompiez plus personne. Je vous ai entendu. Mais c'est pour ça que certains électeurs préfèrent voter l'extrême gauche parce qu'ils sont contre la mondialisation et l'économie de marché. Bon, alors Francis Laloupé et ensuite Dominique Volton. Alors, écoutez, moi, je pense que le Parti socialiste, qui a été la machine de guerre de M. Mitterrand pendant une vingtaine d'années jusqu'à la prise de pouvoir, ce Parti socialiste est mort en avril 2002, avec la défaite de Lionel Jospin. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que... Et en 5 ans, on n'a pas réussi à reconstruire. D'ailleurs, vous vous souvenez que pendant 5 ans, justement, sous le dernier mandat de Jacques Chirac, le PS a passé son temps à promettre un programme qui n'est jamais venu. Il a fallu que Madame Ségolène Royal surgisse sous les cieux de France pour dire, moi je vais y aller, mais sans le programme du Parti socialiste. Donc ce parti est mort en avril 2002 et cherche à se reconstruire en vivant, je dis, comme beaucoup de partis agonisants, je dis, dans le cadre d'une boutique, gérant une boutique électorale, gérant, je dirais, son héritage, ses fonds de pension personnels. Et Éric Zemmour un peu dur, mais alors vous êtes impitoyable. Hein. Non, mais je suis lucide tout simplement. C'est-à-dire que c'est une réalité. Je le dis avec beaucoup de peine d'ailleurs. Hein. Et je le dis avec beaucoup de peine. Et c'est une réalité. Et c'est très difficile de reconnaître cette mort clinique. Et c'est une crise. D'abord, je pense que le parti est mort de je dirais, d'un héritage extrêmement difficile à gérer post-Mitterrand. Et ensuite, une crise idéologique qui n'a jamais été résolue. D'abord, qui n'a jamais été admise en tant que crise idéologique. Et il faut aujourd'hui. D'accord avec ce que dit Éric Zemmour quand il dit que maintenant il y a le choix. Le PS reste socialiste ou il fait un grand pas vers le centre. Mais moi, je n'ai pas les recettes. Je n'ai pas les recettes comme Éric Zemmour. Nous avons 2 discours parallèles. Il a des recettes. Moi, j'en ai pas. Moi, je dis simplement qu'il y a une crise idéologique, qu'il faut certainement une révolution culturelle au sein de ce parti. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il faut faire cette révolution avec les mêmes hommes, avec les mêmes femmes qui sont aujourd'hui au sein de ce parti? Je n'en suis pas si sûr que ça. Je crois que pour l'instant, tous les discours qu'on entend des ténors du PS, c'est simplement, je dirais, pour
combler en fait un vide en attendant d'eux. Mais en attendant quoi? Je crois qu'aujourd'hui il y a la nature horreur du vide. Il y a un vide qui a été créé et il faut absolument le combler. Je ne pense pas que le phénomène Besancenot soit une réponse à cela. Alors on va y revenir. Pour moi, c'est une sorte d'écume comme ça, une sorte, je dirais, d'animation temporaire. Oui. Mais il y a certainement un espace à prendre. Et aujourd'hui, c'est vrai que la population est plus tournée vers des offres politiques genre François Bayrou, en espérant que cet équilibre nécessaire. Parce que là, François Bayrou n'a pas gagné les élections. Parce que vous l'avez bien remarqué. Parce que c'est la démocratie qui est en jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette démocratie ne marche pas sur les deux jambes, elle est unijambiste. Il faut forcément le pouvoir et un contre-pouvoir suffisamment fort, c'est-à-dire une gauche forte. Alors, Dominique Volton, j'ai envie de vous poser une question pour continuer sur ce débat, puis essayer d'aller un peu vite. Manuel Valls, vous connaissez Manuel Valls, le maire d'Évry, qui est l'un des jeunes ténors du Parti socialiste, qui est partisan des réformes des retraites. Lui, il l'a dit clairement. Il n'a pas fait semblant, il a dit je suis pour. Et qui propose même l'abandon du nom du Parti socialiste. Alors, ses opposants disent qu'il est droitier. D'après vous, il est droitier ou il est lucide? Mais moi, je crois qu'il condense bien la discussion qu'on a eue, c'est qu'effectivement, les dirigeants socialistes, ou pour une part d'entre eux, sont plutôt tout à fait d'accord, en fait, pour dire qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aménager la mondialisation, et de par conséquent, on va vers un centre-gauche. Le problème, et je pense que c'est ça le silence, cette crise. Dans le silence de cette crise, il y a quand même un affrontement fort et qui est quand même intéressant, qui va, à mon avis, bien au-delà du Parti socialiste. C'est vrai que toutes les forces politiques de droite ou de gauche se disent, enfin, on peut rien faire d'autre, en définitive, que d'aménager le monde capitaliste dans la mondialisation. On parle de socialisme le samedi et le dimanche, et on gère le capitalisme le reste de la semaine. Finalement, tout le monde dit, il faut être raisonnable, etc. Et simultanément, les gens qui ont pris position pour le capitalisme libéral sont bien obligés de constater que ce même capitalisme fait de plus en plus de catastrophes. CF, la crise. C'est des dégâts terribles. CF, la crise est subprime, où pour l'instant, nous sommes devant la crise financière internationale. Finalement, votre raisonnement rejoint celui de Attendez, je voulais juste finir. Je voulais juste finir. Non, pas de plaisanterie. Pas de plaisanterie, là. J'étais en train de dire j'étais en train de produire un raisonnement qui est à un tout autre niveau, qui n'a rien à voir, ni bien, ni accord, ni accord. Ce que je veux dire, c'est que, au moment où il y a une espèce de ralliement de la droite ou de la gauche à l'inévitable adaptation du système capitaliste mondial, vous avez ceux qui défendent le capitalisme mondial qui sont bien eux-mêmes obligés de réaliser que finalement ça marche pas très bien. Donc ils vont se rejoindre. Non, du coup il va y avoir une poussée de gauche au sens fort du terme, qui se sont dans les votes, qui se sont dans les mouvements d'extrême gauche, qui sont dans le mouvement altermondialiste, etc., et qui du coup prend à contre-pied totalement les forces politiques de gauche qui seraient prêtes finalement à rentrer dans la social-démocratie. Et le silence des dirigeants, c'est que leur culture, leur tradition, leur histoire fait qu'ils seraient finalement prêts à faire du social-centrisme, je dis ça sans aucune espèce de critique, alors qu'en fait, la réalité sociopolitique, l'expérience des gens, va au contraire tirer vers beaucoup plus de radicalité. Et le décalage, il est là. Il est dans le fait que les partis socialistes, mais tous les partis socialistes en Europe, pas seulement en France, sont en fait pris à contre-pied, ils sont prêts à gérer le capitalisme, et l'expérience sociale, humaine, le bon sens populaire fait qu'en définitive, les gens disent ça suffit, on veut autre chose que cet aménagement de la mondialisation. Voilà. Il y a donc un divorce entre le peuple et les dirigeants. Et c'est un vrai débat pour la gauche, mais il y a un vrai débat pour tout le monde. C'est ça que je voulais essayer de dire. Alors, bon, c'est clair. On peut illustrer d'ailleurs ce qu'a dit Volton, mais là on est vraiment d'accord. Dernière question. Avec le sort du SPD en ce moment. Le SPD, pour rappeler, c'est l'équivalent du Parti socialiste en Allemagne. Et le court après le Linkspartei. Le Linkspartei qui est une scission faite par Oscar Lafontaine, une scission à gauche du Parti socialiste. Tout le monde ne connaît pas la situation allemande. On va retrouver partout ces problèmes. Et je continue à penser, pour la situation française, que Laurent Fabius a raté une occasion unique, après le référendum, de ne pas créer un Linkspartei à la française. Aujourd'hui, ça serait tout le Parti socialiste qui, comme en Allemagne, courrait après. Donc, dernière question, et on en a fini à Nadir Djenad. Justement, Éric Zemmour me l'apporte sur un plateau, puisque Fabius l'a pas fait, est-ce que Besancenot, qui dans les sondages talonne les principaux prétendants au PS, peut le faire? Il vient de proposer la création d'un grand parti anticapitaliste. Alors, je ne pense pas. Hein. Olivier Besancenot, c'est vrai, il est fort dans les sondages, mais dans le contexte des mouvements sociaux, Olivier Besancenot apparaît comme la personnalité donc de gauche dont les positions sont les plus claires. Donc, il profite donc de la faiblesse du Parti socialiste. Voilà, le Parti socialiste. On lui reproche de ce côté-là de pas être un parti de gouvernement. Voilà, exactement.
mais il s'oppose. Le Parti socialiste n'a pas été clair lors du dernier mouvement social sur la question des régimes spéciaux des retraites. Olivier Besancenot était présent, et c'est vrai, il s'oppose. Il était présent donc lors des manifestations des fonctionnaires, lors des manifestations des cheminots. Il était même présent donc à rue de la Banque à Paris quand il y a eu aux côtés pour les mal logés, les sans logis. Donc j'ai le sentiment qu'il est Olivier Besancenot. Il est en train d'occuper une place qui est pour l'instant vacante. C'est la vieille fonction tribunicienne qui avait été occupée par le PC, qui avait été prise par Le Pen, et qui maintenant est de nouveau vacante, et Besancenot essaie de s'en emparer. Voilà. L'avenir dira s'il est... Vous parlez on laisse c'est-à-dire finir, on va parler du grand parti anticapitaliste que veut créer Besancenot, mais si on regarde les résultats de toute l'extrême gauche, on en est loin. On en est loin, quoi. Au point qu'Arlette Laguillet, par exemple, propose de s'allier avec le Parti socialiste pour les élections municipales. On a un peu de mal à tout comprendre. Mais bon, on aura l'occasion d'y revenir puisque... ça commence la campagne. Voilà. Je voudrais maintenant qu'on aborde plus rapidement, puisqu'il nous reste assez peu de temps dans l'émission, quelques points de cette semaine. D'abord, le mini-traité européen. Moi, j'ai envie de donner la parole à Éric Zemmour qui, avec sa façon concise, en moins de 20 secondes, va nous dire ce qu'il en pense. Il a une telle qualité, Éric Zemmour, que je comprends bien que vous soyez complètement en phase avec lui. Ça recommence. Bon, non, mais vite. Allez, parce qu'il nous rend... Sur le mini-traité ? Oui. Je pense que, alors là, je vais être très rapide. Je pense que l'Europe est revenue à la méthode Monnet, c'est-à-dire que on se débarrasse des peuples et on fait ça. Ça au moins, ça a le mérite d'être clair. Voilà. Dominique Volton, vous aussi. Moi, je pense que l'aventure européenne, c'est la plus grande aventure du XXe siècle et du XXIe, parce que est-ce qu'on a raté une marche avec ce mini-traité ou est-ce qu'on a raison de demander aux députés en lieu et place des électeurs? Mais c'est tellement, si je puis dire, un mouvement historique qui nous dépasse, le fait que finalement ça tient cette Europe avec toutes les ambiguïtés qu'on connaît, que par définition il faut la remettre en marche. On la fait en marche, on la remet en marche comme ça. Les peuples ont déjà voté, donc par conséquent ils sont pas dupes du tout. Ils verront plus tard. Donc moi je pense que c'est un moyen de remettre l'action. J'adore cette conception de la démocratie. Nadir veut dire un mot sur le mini-traité. Les députés pour l'instant ils sont élus. Ils sont partout unis en Europe. Ils sont partout élus démocratiquement en Europe. Je suis d'accord. Donc faut pas opposer le peuple et les députés. En l'occurrence, c'est pas nous qui les opposons. C'est eux qui s'opposent. C'est pas vrai. Alors on va laisser Nadir Djenan s'exprimer. Oui, je fais une réponse toute simple. Vaut mieux un traité ou un mini-traité que pas de traité du tout. L'Union européenne était dans un blocage institutionnel depuis l'échec, depuis le rejet de la Constitution européenne. Et moi, sur ce mini-traité, il y a quand même une chose intéressante, c'est la Charte européenne des droits fondamentaux. Je pense que c'est une avancée. Donc finalement, Francis Taloupo, puis se finir par vous. Le peuple n'a pas été raisonnable, les députés vont l'être pour lui. Quoi. Je suppose que vous voulez que je fasse très court, donc je vais simplement signaler que... le peuple bon à la classe politique mauvaise. Pas bon, mais ils sont... Vous savez que j'ai demandé à Francis Taloupo de s'exprimer, si ça ne vous dérange pas trop. Francis. Non, mais 90% de l'ancien texte est quand même repris dans ce mini-traité, donc c'est le même traité au fond, je veux dire, qui a été rejeté. Ce sont les aspects juridiques qui le disent. 90% du texte. Mais écoutez, s'il faut passer par là, pourquoi pas, comme dit Dominique Volton, pour que l'Europe avance. Mais on retiendra quand même que le peuple a été contourné et que... Il reviendra le peuple. Écoutez, Dominique est tout à fait... Il y a des élections régulières. Il y a des élections régulières en Europe. Dominique, on laisse Francis finir qui va... J'ai lu dans un éditorial que si ce genre de contournement démocratique avait été effectué sous d'autres cieux tropicaux, par exemple, on aurait peut-être parlé de dictature ou de respect, de non-respect du suffrage universel. Alors, un dernier mot pour Zemmour sur ce point. Bravo Francis. J'avais noté une phrase du ministre des Affaires étrangères belge, Karel De Gucht, qui disait « Le but du traité est d'être plus lisible, le but de ce traité-là est d'être illisible. La Constitution voulait être claire, alors que ces traités devaient être obscurs. » Voilà, tout est dit. Bon, on va en rester là sur ce point, on aura certainement l'occasion d'y revenir. Je voudrais qu'on traite d'un tout autre sujet. Cette semaine, on a vu sur les télévisions, on a entendu à la radio, on a lu des critiques dans les journaux, un film est sorti. Vous me direz que quoi d'original? Des films, il en sort tous les mercredis. Eh bien, ça s'appelle La Graine et le Mulet, et c'est un film qui n'a rien à voir avec Indigène, bien sûr, mais qui, dans le sillage d'Indigène, est intéressant parce que il s'agit, je raconte en deux mots le scénario, ce sont des acteurs, des comédiens, comment dirais-je, pas bénévoles, je trouve plus le mot, pas professionnels, voilà, amateurs, pardon, mais c'est un réalisateur qui est chiche, qui lui est professionnel, et c'est au travers de l'histoire à Marseille d'une famille maghrébine qui veut monter un restaurant. Voilà, à 7, pardon, oui, c'est juste à côté de Marseille, qui veut monter un restaurant de couscous poisson. Une belle histoire, dites-moi. Bon, je pense qu'aucun d'entre... C'est terrible. Je pense qu'aucun d'entre vous n'a eu encore le temps de voir le film. Ce qui m'intéresserait d'avoir comme son de cloche de votre part, c'est est-ce que finalement, ce type de cinéma-là est pas en train, voilà, de jouer dans la cour des grands, voilà, est-ce qu'on voit pas, il y a eu Indigène, maintenant il y a La Graine et le Mulet, puis il y en a un troisième. Est-ce qu'il a pas un traitement équitable et est-ce qu'on n'a pas fait un pas finalement,
dans le traitement de cultures, d'origines un peu différentes. Nadia Djenad, j'exagère peut-être. Moi, tout simplement, j'ai envie de dire que le réalisateur est talentueux, et moi, j'ai pas vu le film, donc j'attends de le voir d'ici quelques jours. Le réalisateur est talentueux, tous ses films ont été remarqués. L'Esquive, donc, a raflé 4 Césars, dont celui quand même de meilleur film. Le réalisateur est talentueux. Vous avez parlé. Ça suffit. Oui, je pense, ça suffit. Le réalisateur est talentueux. Il y a eu beaucoup de films qui ont été faits quand même sur cette question-là. Je veux dire, il n'arrive pas comme ça au hasard. Il n'est pas le premier. Mais c'est quand même la première fois, à ma connaissance, que le film est traité dans les médias comme n'importe quel autre film aurait été traité. C'est un peu ça que je veux dire. Mais disons qu'il est Dominique Volton. Alors non, Indigène avait été traité comme ça aussi, et le premier film dont vous venez de dire le titre... Esquive. Enfin, ça va être une révélation. Moi, alors, c'est peut-être la vision du long terme toujours qui m'intéresse, et que je pense que c'est comme pour l'Europe, c'est que les choses avancent quand même. C'est que finalement, ce pays français qui a un mal fou à admettre sa dimension multiculturelle, la richesse de ses différentes racines, à force de dire, écoutez, arrêtez, il faut qu'on sorte de cette vision blanco-blanche, c'est en train de se passer, y compris dans les séries télévisées. Voilà. Et ça passe souvent par les séries télévisées, ça passe par le sport, ça passe par les variétés, ça passe par le cinéma, ça passe par la vie scientifique, mais ça se voit moins. Et donc, moi, j'ai envie de dire, là, il faut saluer, parce que je suis tout à fait d'accord, c'est un formidable talent, mais ce qui est intéressant, c'est que les producteurs s'y sont mis et que finalement, ça se banalise. Et quand ça se banalise, c'est que la France accepte de regarder Galet de toutes les couleurs et que c'est une richesse extraordinaire. Alors, Éric Zemmour, il nous reste 2 minutes d'émission. J'ai pas vu le film, donc je peux pas juger. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu des films sur les stratégies, si j'ose dire, des immigrés. Il y avait les immigrés italiens. J'ai vu des films sur les immigrés italiens, sur les immigrés, sur les pieds noirs, sur les immigrés. Je sais pas, moi, sur les immigrés, comme vous dites, sur les gens d'origine maghrébine, on en avait vu jusqu'ici assez peu quand même, hein. Parce que c'est plus récent, c'est tout. Voilà. Donc, vous voyez, Éric Zemmour a déjà banalisé. Il trouve que c'est plus récent, donc c'est normal que ça sorte maintenant. Oui, voilà. Moi, mais moi, vous savez, quand j'entends Dominique Volton, ça me fait penser toujours à la phrase de Régis Debray entre vous savez, les deux mondes. Il y a le monde des plateaux télé et des hôtels où on fait des débats sur le dialogue de situation magnifique. Et puis il y a le monde réel où les gens vivent côte à côte et où ça se passe. On se renseignera et on en finira par là sur ce point parce qu'il nous reste 1 minute. On se renseignera sur le nombre d'entrées pour le film, parce que ça c'est le monde réel. On verra. Il y a une bonne publicité, une bonne communication, on verra. Je voudrais qu'on finisse par un point, il nous reste 40 secondes, donc vraiment vous réagissez tous très vite. J'ai commencé par le mini-traité européen en vous disant les députés remplacent le peuple quand le peuple vote mal. Les Suisses ont bien regardé puisque les Suisses avaient voté et Blocher, un dirigeant populiste, était arrivé avec de quoi être au gouvernement suisse. Eh bien les parlementaires suisses lui ont dénié la possibilité de participer au gouvernement. Éric Zemmour, un mot, vite. Alors, un mot, j'ai lu une très belle phrase d'un proche de Blocher qui disait « Les parlementaires se sont payés 5 minutes d'orgasme, ils vont le payer pendant 20 ans. » Élégant. Je pense à la phrase d'Huntington, et c'est lié au mini-traité européen. Mais Huntington a une phrase assez ironique qui dit l'Amérique, l'Angleterre et la France ont inventé au XVIIIe siècle la démocratie représentative, et à la fin du XXe siècle, ils sont en train d'inventer la démocratie non représentative. Alors, Dominique Volton. Moi, j'ai une position absolument contradictoire. Je pense que la démocratie, c'est les intermédiaires. Et la démocratie, c'est pas le vote direct qui fait tout. Et donc, par conséquent, de temps en temps, le peuple a raison contre ses représentants. Ça, c'est clair. Mais là, par contre, je trouve que c'est intéressant, et sur le mini-traité, et sur la Suisse, de s'apercevoir que la démocratie, c'est aussi des élus. Et que les élus peuvent absolument, de temps en temps, montrer que c'est autre. La question, c'est pas d'une claque au peuple. C'est parce que les élus sont élus démocratiquement en Europe. Et donc, par conséquent, de montrer que la démocratie, c'est des intermédiaires. Et ce sont des filtres et que ça se joue dans le long terme. On a fini l'émission, excusez-moi, Nadia Djenad veut dire un mot. Juste très vite. Rappeler que quand même Christophe Blocher avait fait une campagne en octobre pour les législatives sur des thèmes xénophobes. Oui, un mouton noir parmi des moutons blancs, c'était son affiche. De cette affiche, et que il y a une alliance entre socialistes et verts et chrétiens démocrates qui lui ont barré la route. Alors, un dernier mot à Francis Laloupeau et on finit. Terminé, je crois, de Jean-Marc. Donc, je ne vais pas dire en 2 secondes. Peut-être vous raconter juste une petite histoire. Vous savez qu'il y a un spot publicitaire qui passe actuellement dans certains pays africains à la télévision. Et ce spot est destiné à décourager les candidats à l'immigration en Europe. Ah oui. Et le metteur en scène de ce spot, sous l'égide quand même d'un organisme suisse, c'est monsieur Christophe Blocher. Je pense que c'est intéressant. Je crois que la conclusion de Francis Laloupeau est assez parlante. Alors, voilà, on aura l'occasion d'y revenir, mais on y reviendra l'année prochaine. Permettez-moi, au nom de toute l'équipe de l'Hebdo, de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. On va respecter la trêve des confiseurs. Nous, on se retrouve en janvier 2008. Au revoir.